Voilà, alors nous abordons, au revoir Christophe, nous abordons la dernière table ronde de la journée avec Denis Montebello. Denis, vous avez été longtemps enseignant passionné, je le sais parce que je connais certains de vos anciens élèves qui m'ont parlé de vous comme enseignant, donc un enseignant passionné. Vous êtes essayiste, vous êtes poète, vous avez publié une trentaine d'ouvrages, donc une vie prolifique. Vous êtes passionné d'archéologie et d'étymologie, c'est-à-dire que vous êtes à la recherche des traces. Vous cherchez dans ce qui est visible aujourd'hui l'invisible d'hier. C'est ce qui parcourt un peu toute votre œuvre. Et là, vous venez de publier un ouvrage, un texte très singulier qui reflète vos différentes passions. C'est Le Titien à sa maman, qui est un recueil de réflexions sur notre relation au chien. Alors pourquoi parmi tous les animaux, le chien ? D'abord, j'en ai eu Michel. Inès, voilà. Et puis, d'autre part, ma voisine en a un également, qui s'appelle Moka. Et Moka m'a donné l'idée de chercher un petit peu dans la littérature, et notamment dans la littérature oulipienne, s'il n'y avait pas quelque chose en rapport avec les chiens. Et je suis tombé par hasard dans la liste des contraintes oulipiennes, recensée par Marcel Benabou, vous la trouvez sur Internet, poème pour chien. Alors, qu'est-ce qu'un poème pour chien ? La définition qu'il en donne, c'est à peu près celle-ci, c'est un poème qui est seulement compréhensible, même audible, par une oreille de chien, et qui ne dit rien à une oreille humaine. Et donc, j'ai essayé de tenter l'expérience avec le chien de ma voisine, en me disant, si je lis à haute voix un texte dans lequel je parle de ma passion pour le café, pour le moka. Évidemment, si c'est un humain qui entend ça ou qui le lit, il n'aura pas grand-chose à faire. En revanche, si je le dis assez fort pour que le chien de la voisine entende, il va réagir à son nom, et donc j'aurais fait l'expérience de ce qu'est un poème pour chien. Donc au départ, je me suis lancé là-dedans, un peu comme on se lancerait dans une contrainte. Alors j'ai assez longtemps animé des ateliers d'écriture, je sais comment fonctionnent les contraintes, je sais qu'elles peuvent avoir un pouvoir assez libérateur. Et dans le cas présent, du Titien à sa maman, ça a été pour moi une contrainte libératrice. Ça a libéré mon inspiration. D'un chien à l'autre, j'ai essayé de remonter un petit peu jusqu'aux origines de cette relation particulière que Homo sapiens pouvait avoir avec Canis lupus. Comment ce formidable couple de prédateurs a pris possession de la Terre, a réalisé presque avant la lettre le rêve de Descartes. Certains vont même jusqu'à dire que ce couple de prédateurs est responsable de la disparition de Néandertal. Alors si tu veux bien, d'ailleurs, on peut lire le petit texte là. Attends, je vais l'attraper là. J'avais sélectionné certains textes pour vous donner une idée de la variété d'approche du sujet. Donc c'est un texte intitulé La domestication du loup gris. La domestication du loup gris, Canis lupus, a pris du temps. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois, dans plusieurs endroits, faire preuve de patience. Mais le jeu en valait la chandelle. Le résultat dépassa les espérances. Le binôme qu'il formait, Homo sapiens et son chien, s'assura, et bien avant Descartes, la maîtrise et la possession de la nature. On dit même, chez les anthropologues, que le chien a accompagné, voire favorisé, l'expansion humaine sur Terre, et a certainement contribué au succès de notre espèce. Que ce formidable couple de prédateurs n'est pas pour rien
dans la disparition de Néandertal. Alors, je voulais vous demander, Denis, est-ce que c'est l'idée que Néandertal ait pu disparaître grâce à la complicité d'Homo sapiens et du chien, est-ce que c'est quelque chose d'avéré scientifiquement ou est-ce que c'est une licence, une inspiration poétique? Non, non, je l'ai lu, c'est une conclusion à laquelle parviennent certains anthropologues, mais qui n'est pas totalement avérée. D'accord, mais ce qui signifierait que sans le chien, si Homo sapiens n'avait pas eu le chien, on n'aurait pas dominé le monde et on n'aurait pas évincé cette autre forme d'humanité qui était Néandertal. Peut-être. Ça n'est pas complètement avéré, mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. On est mieux avec un chien, finalement. C'est amusant. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous tournez autour de l'idée du chien avec une centaine de textes qui explorent cette relation. Alors, il y a des chiens, vous avez parlé de vos chiens à vous, le chien de votre voisin, Moka, votre chienne Inès, mais vous vous intéressez à certains chiens plus, on va dire, plus célèbres, comme celui, le chien de Schopenhauer. Alors, qu'est-ce qui vous a fait le chien de Schopenhauer? C'est cet étrange mimétisme quand on voit certaines images de Schopenhauer avec son chien, Schopenhauer avec sa coupe caniche, et le chien Atma, alors qui n'a pas toujours été un caniche, mais il y a un mimétisme extraordinaire. Et ce qui m'amusait, c'était de voir la relation des philosophes avec les chiens. Alors, on connaît la chienne de Malebranche, que Malebranche maltraitait pour montrer que le chien n'était qu'un animal machine. Et c'était intéressant de mettre en parallèle la relation tout à fait opposée de Schopenhauer à Atma, sa chienne, à qui il avait donné ce nom qui signifie l'âme en sanskrit. Et donc, c'était une façon de montrer que tous les chiens ne martyrisent pas leurs chiennes, et que tous les philosophes... Alors, on va réfléchir à ce lapsus. Hein. Oui, je pense que je vais prendre quelques années de psychanalyse. Donc, voilà ce qui m'avait intéressé. Et j'y pensais aussi parce qu'il y a un livre qui a eu beaucoup de succès qui s'appelait Chien, de Marc Alizard. C'est un petit livre que vous avez peut-être vu passer. Et ça a été écrit par un philosophe, Marc Alizard, et ce livre lui a valu des insultes de la part de collègues philosophes qui l'ont traité de vendu, tout ce qu'on voulait, dans la mesure où son livre se vendait bien aussi. Donc il y avait un peu de jalousie. Et voilà, bon, ça m'a un petit peu amusé de voir la relation du philosophe à son chien. Alors, on va peut-être laisser Laurence lire le texte. Schopenhauer et son chien. Tous les philosophes ne martyrisent pas leur chienne. Regardez Schopenhauer et Atma. Atma, c'est l'âme en sanskrit. Une âme à qui il s'efforce de ressembler, avec sa coupe caniche, et à qui il lègue tout ce qu'il possède, non par misanthropie, comme on le croit, mais parce que le chien est volonté, alors que les hommes, y compris les philosophes, sont dans la représentation. Légende que cela, la réalité serait tout autre. Son chien, un bel épagnol blanc, puis un brun, appelé lui aussi Atma, n'aurait pas été son légataire universel. Celui qui se réfère à Platon se place en unique héritier légitime de Kant, aurait testé en faveur de l'armée prussienne Saint-Valery. Des insurrections de 1848-49 pour ce qui est de sa fortune. Il aurait trouvé ses droits d'auteur
je trouve la lumière parce que je n'ai plus beaucoup de lumière. Voilà. Il aurait laissé ses droits d'auteur à le nom je ne sais plus, Frauenstein, voilà, et en lien a lieu le testament des instructions compliquées pour son caniche. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il n'a jamais traité Atma d'homme. Traiter son chien d'homme et lui faire injure, ou au moins un peu honte en cas de bêtise. L'animal ne s'y tromperait pas, il irait se coucher, se cacher la tête dans son panier. Inversement, Schopenhauer reçoit le mot « chien » comme un compliment, une récompense. Vous le voyez remuer la queue plus fortement vers la droite. Vous le voyez pour la première fois heureux. Voilà, donc finalement, il faudrait prendre le mot chien, d'après Schopenhauer, comme un compliment. C'est-à-dire que dire homme à son chien, ça serait vraiment honteux. Et par contre, traiter quelqu'un de chien, eh bien, ça serait au contraire montrer son plus grand respect. Tout à fait. Voilà. Alors, vous parlez aussi, c'est très étonnant parce que vous passez en revue toutes sortes de chiens et vous parlez d'un épisode qui nous a tous traumatisés enfants, je pense, c'est qu'est devenue la chienne Laika dans l'espace. Vous vous intéressez, ben oui, parce qu'elle n'est pas revenue sur Terre, Laika. Qu'est-il arrivé à Laika ? Vous savez qui est Laika ? La chienne Laika. Comment Laika est-elle morte? Est-ce que Laika est morte dans l'espace? Où est la chienne Laika? Est-ce que Laika est revenue sur Terre? À ces questions, on ne peut malheureusement répondre que ceci. Cette petite chienne bâtarde de 3 ans et 6 kilos environ, récupérée dans une rue de Moscou, fut envoyée dans l'espace par l'URSS en pleine guerre froide. Le 3 novembre 1957, elle devient le premier être vivant à se rendre dans l'espace. Elle voyage à bord de Sputnik 2, un satellite construit à la hâte qui n'avait pas la capacité de revenir sur Terre. Les scientifiques savaient pertinemment que l'animal ne survivrait pas au vol. Officiellement, pour lui éviter de souffrir, on l'aurait euthanasié avec une portion de nourriture empoisonnée. Elle a droit, comme chienne du programme spatial soviétique et premier être vivant mis en orbite autour de la Terre, à sa page Wikipédia, où, si l'on peut dire, et pour répondre aux 2 dernières questions, elle repose. Où l'on apprend que le nom qu'on lui a donné quand on l'a ramassé signifie aboyant et désigne des chiens bâtards proches du husky sibérien, et qu'elle serait morte d'asphyxie à cause d'une défaillance technique, que son agonie, ici la notice contredit la version officielle, aurait duré 4 heures, voire même 4 jours. Oui, alors c'est étonnant. Je veux dire, bien sûr, tout le monde connaît Laika, mais vous êtes allé vous intéresser de plus près à ce secret. Et puis, ce que vous étudiez, c'est que fait-on des animaux? Quelle place on leur réserve? Quelle place on leur réserve? Comment on les traite? Alors, d'une façon plus générale, vous qui avez eu des chiens, qui êtes sensibles à leur présence, comment est-ce que vous regardez notre relation à cet animal domestique aujourd'hui? La relation en miroir, bon, déjà, je pense qu'un certain nombre de maîtres, enfin de propriétaires, n'emploient plus le terme maître, mais parlent d'humain. Le terme serait traumatisant pour un chien. Ça interroge notre relation à l'animal. Jean-Jacques Sablon n'est pas là, il était prévu, mais
on aurait pu dialoguer un petit peu autour de ça. Notre relation à l'animal a beaucoup évolué, sa place aussi. Et ce qui m'intéressait dans les textes que j'ai écrits, c'était de voir aussi quelle était la frontière entre l'homme et l'animal. À partir de certains écrivains comme Kafka, chez qui les métamorphoses sont assez fréquentes, il n'est pas rare que son narrateur soit un animal. Et chez d'autres auteurs aussi, alors je ne parle même pas de ces cynocéphales qui appartiennent un peu à la légende, de ces hommes à tête de chien qui ressemblaient à des chiens. Donc ça a beaucoup passionné, alors surtout à des époques où on s'interrogeait aussi sur la relation entre civilisé et sauvage. Les moments où on s'est intéressé aux cynocéphales, par exemple, à ces espèces de monstres mi-hommes, mi-chiens, ce sont des moments où, par exemple, dans la chrétienté, on était confronté aux vikings, donc à la pure sauvagerie. Ou bien quand on a découvert le Nouveau Monde et les sauvages, entre guillemets, de ces pays. Donc, à des moments où on est interrogé par rapport à ce qu'on considère comme la civilisation et la sauvagerie, reviennent ces créatures un peu légendaires des cynocéphales, par exemple, hein, pour ne prendre que cet exemple. Parce que finalement, la rencontre, un hybride chien-humain, ça représenterait la barbarie suprême, en quelque sorte. Ou alors, c'est pas exactement ce que vous dites. Disons que ça interroge cette frontière entre l'humain et le non-humain. Par exemple, quand on lit chez Tacite, dans la Germanie, l'exploration qu'il fait des différentes peuplades qui composent la Germanie, quand on arrive aux confins, donc aux confins qui sont cette frontière un peu floue entre la vérité et la légende aussi, on rencontre des peuplades qui sont un peu animales, qui sont des êtres un peu hybrides. Donc je pense que ça interroge aussi cette notion d'humain et de non-humain. Alors, est-ce que c'est le chien qui nous fait humains? Oui, je pense que d'une certaine manière, dans la relation entre le chien et son humain, son maître, comme on veut, je pense que très souvent, on le constate, certains maîtres ou certains humains ne sont pas tout à fait dignes de leur animal. Qui leur vouent souvent une admiration sans borne, un amour infini, et celui qui en est gratifié, en quelque sorte, ne mérite pas forcément. Alors, vous parlez de chiens célèbres comme Laïka ou le caniche de Schopenhauer, mais vous vous intéressez aussi dans d'autres textes à des chiens plus personnels, avec des textes qui peuvent être drôles ou émouvants. Moi, j'aurais bien aimé que vous lisiez Foulcan, qui est un texte qui est à la fois drôle et en même temps un peu grinçant. Et daté, parce que c'est l'époque, alors, vous connaissez le film de Louis de Funès, je crois que c'est Ni vu ni connu, où il a un chien qu'il appelle Foulcan. Et mon oncle avait un chien, c'est très daté, hein, c'est des années 60, 70, il avait un chien qu'il appelait Foulcan. Et il trouvait ça drôle. Il est là, le texte. Pardon. Gardez bien le micro. Voyez, regardez la différence. Je l'éloigne, ça ne marche pas pareil. Mon oncle Émile avait un chien nommé Foulcan. Je ne sais pas si c'était à la mode, comme Rex ou Médor, si c'est aussi daté, mais avec le recul, je trouve ça assez cruel. Même si Foulcan était un roquet assez peu sympathique, sans doute souffrait-il de s'entendre appeler ainsi, de se voir humilié à longueur de journée par un maître qu'il ne cessait pourtant pas d'admirer, et à qui il obéissait servilement. Les chiens sont des esclaves, diront ceux qui s'amusent à leur donner des noms ridicules, ou qui font semblant de leur lancer quelque chose. Regardez comme ils reviennent chercher leurs caresses. Vous voyez bien qu'ils ne nous en veulent pas. Les maîtres sont rarement dignes de leurs chiens, de l'amour qu'ils leur portent, et le chien n'est pas rancunier.
Moi, je n'ai pas la mémoire aussi courte. J'en veux toujours, plus de 60 ans après, à celui qui m'imposait ce numéro de dressage, censé me faire rire et que je ne trouvais pas drôle. Est-ce que je m'identifiais à ce petit chien? Est-ce que je me reconnaissais en lui? C'est possible. Des années ont passé et je les vois dans le minuscule atelier où mon oncle réparait des cycles, où il en fabriquait aussi, dans le cambouis et de ses propres mains. Donc je reçus, payé par mes parents à qui il ne faisait pas de cadeaux, un beau vélo de course, avec des pièces de récupération et sans vitesse. C'était un poney que j'enfourchais pour aller à la chasse aux cèpes, et dans les côtes, une vieille rosse, tellement poussive. Je les vois, le maître et l'esclave, je les entends, comme si j'y étais. Fous le camp, fous le camp. Quand plus tard, en traversant la France, je découvre ce panneau à la sortie de Va-t'en, Va-t'en, tu reviendras, je me dis qu'en effet j'y reviens, inexorablement, à ce numéro de cirque qui se voulait drôle et qui ne me fait pas rire. J'y reviens encore quand je lis un article sur la double contrainte ou double nœud. Mon oncle Émile ne réparait pas seulement les cycles dans son atelier, il expérimentait aussi, avec son chien, les injonctions contradictoires ou paradoxales, celles auxquelles Foulcan ne pourrait obéir sans désobéir. Oui, c'est à la fois drôle et très grinçant en fait. Ça dit toute la cruauté, l'absence d'empathie qu'on peut avoir envers ces animaux qui, eux, sont d'une fidélité et dont on sait bien, enfin, cette double contrainte dont vous parlez, on sait bien si on l'appelle Foulcan, il va venir. Donc en fait, on le ridiculise, et c'est terriblement cruel à chaque fois qu'on l'appelle. Et pourtant, le chien continue à nous vouer un amour inconditionnel. Et c'est sur ça aussi que votre livre s'interroge. Qu'est-ce que c'est que cet amour inconditionnel de l'animal qu'on peut humilier, frapper, dont on peut se gausser, et qui reste pourtant notre fidèle animal de compagnie? Je pense que c'est un peu un miroir, c'est une relation miroir, c'est aussi de la part de l'animal, je pense, une empathie dont beaucoup d'humains sont privés malheureusement, un mimétisme également, enfin, il y a un peu tout ça qui nous interpelle, qui nous interroge, que j'interroge peut-être. Alors vous parlez à un autre moment, pourtant c'est assez surprenant, de la peur des chiens. Que vous avez ressenti enfant. Je vous laisse le lire. J'ai été élevé dans la peur des chiens. Une peur légitime car enfant, j'ai été mordu à la cuisse et très sévèrement. Je ne sais plus, si je n'ai jamais su, quel âge j'avais, à quel endroit, dans quelles circonstances cela s'est passé. Si le chien était en laisse ou attaché, s'il a échappé à son maître ou cassé sa chaîne, ou s'il était chez lui, c'est-à-dire en liberté. Est-ce que j'avais fini de ramper et adopter la marche bipède, quitter la position assise pour me propulser en avant? Est-ce que je marchais vers lui, les bras tendus? Est-ce que je visais les yeux avec mes petites mains? Oui, certainement. D'après ce qu'on m'a raconté, je n'étais pas pour rien dans ma blessure. Je l'avais un peu cherché. C'est un détail que j'omets, bien sûr, dans ma version du drame. J'occulte ma responsabilité. Et celle de mes parents, ou de ceux qui étaient censés me surveiller. Où étaient-ils quand le chien loup m'a attaqué? Qu'ont-ils fait pour me protéger? Ce sont des questions qu'on ne pose pas quand on est bien dressé. Quand on est bien dressé comme un chien. Alors, est-ce que c'est pas un peu étrange d'écrire sur les chiens quand on a peur des chiens, quand on a été élevé, comme vous le dites, dans la peur des chiens? Oui, il y a un côté paradoxal, effectivement. J'ai toujours un peu peur de certains chiens. Elle ne m'a pas quitté, cette peur. Mais non, je pense que là, on est quand même dans les peurs enfantines. Je pense que je suis quand même en partie délivré, j'espère, puis que ce texte m'y aide. C'est une façon d'apprivoiser aussi ma peur.
Alors, il y a quand même un aspect un peu autobiographique, hein, c'est-à-dire qu'à travers votre relation au chien, vous parlez de votre propre vie, de vos sentiments. Oui, il y avait justement un texte que j'aimerais bien vous lire à propos d'autobiographie, parce que c'est un texte qui porte le titre d'un livre de François Karadec. Je crois que c'est un livre, enfin Jackie me contredira peut-être, mais je crois qu'il est épuisé. Le livre s'intitule Nous deux, mon chien. Je crois qu'il est épuisé. Je sais plus quelle édition. Ouais. Et c'est un beau livre, et moi ce qui m'a attiré dans le livre, mais d'abord dans le titre, c'était une tournure un peu particulière que j'entendais dans mon enfance, où j'ai grandi en Lorraine. Et en Lorraine, on emploie beaucoup cette expression « nous deux mon père », tous les deux mon père. Et « nous deux mon chien », ça a fait titre, ça a réveillé pas mal de choses en moi. Alors, je vais retrouver. J'y arrive. Nous deux, mon chien. C'est le titre qui m'a retenu. Une tournure que j'entendais dans mon enfance, dans ma région, où l'on dit volontiers « nous deux gens » ou « tous les deux gens ». Nous allions ainsi, tous les deux mon père, aux champignons. Et nous nous tenions, non pas en laisse, mais par la voix. Nous partions chacun de son côté, avec un panier en osier à remplir, un couteau suisse. Mieux valait prendre des directions différentes. Cela multipliait les chances et ne présentait aucun risque. Si l'on criait comme il faut, régulièrement, pour indiquer sa position, pour mesurer la distance, la réduire si l'autre tardait à répondre. C'est la règle, même dans un bois qu'on connaît comme sa poche. Une façon de garder le contact. Quand on se téléphonera, des années après, on ne fera pas autrement. 800 km nous séparent et nous continuons à appeler, à répondre. Si l'autre ne répond pas, on s'inquiète. On l'imagine perdu dans la grande forêt, on le voit mort. Parfois, hélas, on ne rêve pas. Mon père n'est plus et François Karadec nous a quittés, comme on dit aussi, il y a déjà 14 ans. Pour chasser quel champignon, courir quel lièvre, je ne saurai jamais. J'aurai beau l'appeler, il ne reviendra pas. Il me laissera seul, enfin, pas tout à fait. Son chien est là, il me tient compagnie. C'est dire l'importance de la compagnie du chien, hein, qui est un peu un autre nous-mêmes. Alors il y a un texte qui est très surprenant. Vous dites que le chien est psychopompe. Alors le mot psychopompe, on l'a un peu découvert avec Amélie Nothomb. Hein, je dois dire que je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Vous saviez apparemment, et vous allez nous l'expliquer, qu'est-ce que c'est qu'un chien psychopompe? Alors, qui souvent est un cheval, c'est rarement un chien, hein. C'est souvent un cheval, ça peut être une truie, c'est l'animal à bord duquel, j'en parle comme si c'était un véhicule spatial, mais c'est l'animal à bord duquel l'âme s'envole, et alors s'envole. Pourquoi faire? Si vous connaissez un petit peu le mythe de Peter Pan, donc, pendant la nuit, l'âme sort par la bouche et s'en va. Alors, l'historien Carlo Ginzburg a étudié cela dans Le Sabbat des sorcières, un très beau livre, où il a étudié comment, dans la version que les sorciers et sorcières que l'on était en train de cuisiner ressortaient à chaque fois, comment les sorciers se présentaient toujours comme des gens qui allaient combattre pour le bien, c'est-à-dire pour sauver les blés qui étaient gâtés, pour sauver le vin. Donc ils allaient combattre la nuit, donc la nuit leur âme quittait leur corps, et s'en allaient combattre dans un grand pré contre les mauvais sorciers, ceux qui gâtaient les blés et gâtaient le vin. Et donc l'animal psychopompe, c'est l'animal à bord duquel l'âme voyage vers c'est destiné un peu étrange, soit des combats dans les grands prés, soit pour
simplement pour gagner le ciel. Alors je vais aussi vous poser une question. Vous dites que les Gaulois mangeaient du chien. Alors, tout le monde pense que c'est les Chinois qui mangent du chien. On ne pensait pas que nos ancêtres se livraient à des pratiques aussi barbares, parce que malgré tout, on a beau maltraiter les chiens, on considère quand même comme un animal de compagnie et pas comme une viande, mais apparemment ça n'a pas toujours été le cas. Oui, les archéologues ont trouvé pas mal de traces d'os de chiens qui avaient été rognés. Oui, là, on est à peu près certain. Mais ça ne les empêchait pas non plus d'avoir souvent chez eux un chien de compagnie. Donc les deux, ça pouvait être un animal de compagnie jusqu'au moment où on avait un petit creux. Voilà. C'était pratique. C'était un lutter sur pattes. C'était pas incompatible. D'accord. Finalement, alors est-ce qu'il y a d'autres aspects dans votre... Alors déjà, parlez-nous du titre. Oui, alors le titre en question, j'en retrace un petit peu l'histoire, parce que un ami à qui j'avais fait part de mon intérêt pour cette contrainte oedipienne et pour les chiens, me signale qu'un livre était sorti en librairie, un livre de Dominique Charnay, qui avait pour titre Queneau et ses vies de chiens. Donc c'est un livre qui est sorti, que je vous recommande parce qu'il est vraiment très intéressant. C'est un livre dans lequel Dominique Charnay étudie les 3 derniers chiens qui ont accompagné Raymond Queneau dans sa vie. Et donc l'ami qui m'avait signalé l'existence de ce livre avait mis comme objet le Titien à sa maman. Donc moi j'ai cru que l'expression figurait dans le livre de Dominique Charnay, donc je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, et je suis revenu vers la personne qui m'avait conseillé ce livre et qui avait mis cet objet, le Titien à sa maman, pour lui demander d'où il sortait ça. Et il me répond, c'est une blague de libraire. Donc une vieille dame arrive avec un petit chien et demande au libraire, est-ce que vous auriez un livre sur le Titien? Et le libraire de lui répondre, ah oui, le Titien à sa maman. Alors, après coup, on m'a signalé que Jean-Paul Sartre, lui-même, avait l'habitude de parler du Titien, donc le peintre, que Simone de Beauvoir admirait beaucoup et que lui détestait, parce qu'il le trouvait trop consensuel. Il détestait le Titien, et chaque fois qu'il pouvait le lui balancer, il disait « Ah oui, le Titien à sa mère ». Donc, voilà, l'histoire de cette... Ça, on ignorait. C'était aussi, très animal, finalement, c'était un vrai bestiaire, parce qu'il l'appelait le castor. Oui, le castor, donc voilà, le Titien à sa mère. C'est moins drôle. Voilà. Donc, vraiment, ce qui est étonnant dans ce livre, c'est vraiment le côté kaléidoscope. En fait, on tourne autour de l'idée du chien et on couvre un peu tous les aspects. Ça va des chiens célèbres aux chiens de votre enfance, à des considérations philosophiques ou historiques, comme celle sur les Gaulois. Voilà, donc un livre étonnant, un livre en forme de chien, et c'est un compliment que je vous fais là. Alors, pour cette seconde partie de la rencontre, là, je voulais vous laisser libre cours parce que vous m'aviez proposé d'intituler cette rencontre « L'ailleurs est ici ». Ce qui m'avait beaucoup intrigué, ce qui a intrigué pas mal de gens. C'était pas lié à un livre en particulier. Et j'avais envie de vous demander, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Quel est cet ailleurs qui est ici? Alors, déjà, le thème, c'était un thème qui me paraissait commun. Jean-Jacques Salgon qui est excusé, hein, puisqu'il a eu un décès dans sa famille, voilà, il n'a pas pu venir. Alors, l'ailleurs est ici. Je voulais donner ce titre à notre échange, parce que, bien évidemment, nous habitons à La Rochelle. Enfin, lui, il n'y habite plus, mais il y a travaillé. La Rochelle, c'est un port, donc on connaît tous, le port est un séjour charmant. On connaît ce poème en prose. Et on sait qu'un port, c'est pour celui qui s'installe, par exemple, face aux 2 tours, et qui voit les bateaux
entrer et sortir, c'est une invitation au voyage. Donc l'ailleurs est ici, c'était l'idée d'un dépaysement, que les exotes qui sont partis d'ici et qui étaient en quête d'exotisme, et j'entends par exote alors des gens comme Bonpland, comme Pierre Loti, comme René Caillé, celui qui pénétra le premier dans Tombouctou et Djenné, Fromental aussi, qui non seulement a écrit un roman comme Dominique, mais a aussi peint le Sahara. Donc c'était une allusion à l'exotisme qu'on peut chercher en se déplaçant dans l'espace, et que l'on peut aussi chercher en jouant les archéologues, mais on ne joue pas forcément, on l'est un peu dans son regard, dès lors qu'on s'intéresse aux traces présentes du passé. Et comme je le disais Isabelle, en précisant un peu ma pensée, l'exotisme, on peut le trouver dans le temps, dans un déplacement dans le temps, et dans cet intérêt un peu archéologique pour les traces présentes du passé. Alors moi, je les ai un peu cherchées, ces traces présentes du passé, en m'intéressant aux saveurs. Alors là encore, c'était au départ une contrainte. Alors pas une contrainte oulipienne, mais je travaille toujours pour une revue qui s'est longtemps appelée l'Actualité Poitou-Charentes, qui s'appelle maintenant l'Actualité Nouvelle-Aquitaine, pour laquelle je tiens, avec le photographe Marc Demeyer et le dessinateur Glenn Baxter, la rubrique saveurs. Donc nous avons d'abord fait l'inventaire de toutes les saveurs de cette région Poitou-Charentes. Je pense qu'on n'en a laissé aucune principale de côté. Et puis maintenant que nous sommes en Nouvelle-Aquitaine, nous faisons la Creuse, le Limousin, le Pays Basque, enfin, nous allons jusqu'aux frontières de la nouvelle grande région. Et donc, si je me suis intéressé à ces saveurs, c'était donc une contrainte, j'accepte cette contrainte. Comme je disais, des contraintes oulipiennes, une contrainte peut être libératrice et peut libérer l'inspiration. Et je me suis pris au jeu. Et puis, là encore, en m'intéressant aux saveurs, je m'intéresse aussi à ces traces présentes qu'on a dans nos assiettes. Alors, dans cette région, la première saveur sur laquelle je me suis penché, c'était la jonchée. Je ne sais pas si vous connaissez la jonchée, qui s'est longtemps vendue dans des joncs verts cueillis dans les marais de Rochefort. Maintenant, je pense qu'il y a une législation qui oblige un peu à remplacer les joncs verts par des joncs en plastique. C'est un peu de plastique, oui. Et donc la jonchée, c'est le premier texte sur lequel je me suis penché. Et après, j'avais vraiment l'impression, moi qui arrive d'une région, les Vosges, où j'ai passé mon enfance à cueillir tout ce que je pouvais comme fleurs sauvages, fruits sauvages, champignons, et qui est un peu le sentiment de n'avoir pas fait ma révolution néolithique, j'avais l'impression, en m'intéressant aux saveurs de cette région, alors je parle aussi bien du broyé du Poitou que de la fouasse qu'on trouve encore aujourd'hui à la mode Saint-Héret, ou bien encore, pour prendre d'autres gâteaux, enfin, à des choses qui supposent qu'on cultive le blé. Donc j'arrive dans une terre où le néolithique est en train de disparaître avec l'agriculture intensive telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Et moi je fais avec ces textes un peu ma révolution néolithique, c'est-à-dire que je me fabrique une mémoire, j'habite ici, j'habite autant que possible en poète. Voilà ce que j'essaie de faire avec les saveurs. Alors, juste, là vous parlez de fouasse et autres viandes célestes. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire viande? Parce que alors, viande céleste, j'ai du mal. Au sens rabelaisien du terme, c'est les nourritures. Donc on appelle viande à cette époque tout ce qui est nourriture. Donc les nourritures célestes, on les connaît, et les nourritures terrestres, donc c'est Rabelais. Et voilà, je vais intituler ce livre Fouasse et autres viandes célestes, donc et autres nourritures célestes. C'est céleste ou terrestre? C'est céleste. Elles sont surtout terrestres. Voilà. Et alors donc, pour prendre un petit exemple,
quand je m'intéresse à la foisse, qui était un gâteau, je ne sais pas si vous en avez déjà vu sur les marchés des foisses. Alors, il y a foisse et foisse. Il y a la foisse salée, qu'on trouve particulièrement dans l'Anjou et en Loire-Atlantique, je crois, et puis dans le nord du Poitou. Et puis la foisse sucrée, telle qu'on la fabrique et vend encore à la mode Saint-Hélène. Alors ce sont des espèces de brioches un peu plus denses que des brioches, un peu moins denses que la gâche, mais un peu plus denses que la brioche, qui ont une belle couleur marron de pain, et qui sont tout à fait délicieuses. Alors, ce sont des gâteaux qui étaient des gâteaux de pèlerins, qui voyageaient, enfin, soi-disant, parce que celle qu'on achète maintenant, au bout d'un ou deux jours, elle est un peu dure. Mais voilà, donc je me suis intéressé à la foisse pour savoir quand et où on l'a fabriquée. Donc, d'une certaine manière, je fais un petit travail à la fois d'historien, d'anthropologue. Ça m'amène à voir comment certaines saveurs sont liées à des terroirs plutôt protestants. Là où on fait du fromage de chèvre aujourd'hui, la chèvre qui était la vache du pauvre, c'est des terres qui sont majoritairement protestantes. Et en revanche, les riches terres à blé étaient confisquées par les catholiques. Donc là, c'est le broyer du Poitou. Là, c'est intéressant parce que là, un peu à la façon du livre de Thomasson tout à l'heure, on fait aussi, quand on lit votre bouquin, un voyage dans l'histoire. C'est-à-dire que là, il y a un aspect géographique et puis il y a un aspect historique aussi, oui, évidemment. Et puis un aspect poétique parce que c'est de très très beaux textes. J'avais invité des amis l'autre jour à manger une bouchée et on a lu le texte qui a donné toute sa saveur au fromage. Voilà. Écoutez, je vous invite à aller flâner sur le stand de Calligramme. Peut-être avez-vous des questions à poser à Denis Montebello? Juste pour le bouquin, le Titien, je l'ai pas reçu. Il est en commande, je l'aurai dans la semaine, donc il sera là samedi prochain. Alors vous pourrez l'acheter à la librairie Calligramme directement. Et sinon, dans la semaine, dans la librairie. J'ai les autres livres. Alors voilà, il y a tous les autres livres. Vous pouvez aller flâner un petit moment et puis peut-être discuter en contrebas à la table de Je pense que Denis, tu pourrais. Pardon Isabelle, désolé. Je pense que tu pourrais aussi parler du SCOFA quand même. Ah oui. Ah, le SCOFA, bah, bien sûr. On peut quand même parler du SCOFA. Le SCOFA que l'on trouve au marché à La Rochelle, chez un fromager. Il y en a un seul endroit. Oui, oui. Oui, on le trouve sous les Halles, chez un fromager. Oui. C'est fabriqué. On s'est longtemps demandé ce que ça veut dire SCOFA. Bah, On croit que c'est une marque, comme non. Simca. Le SCOFA? Ah non. Ce sont les ingrédients qu'il y a dans le. C'est ça. Oui, sucre, caramel, caramel, œuf, farine, amande. Je ne sais plus. Ah non, C'est Ah. crème. Attendez, détrompez-moi, c'est sucre, crème, œufs, farine, amande. Amande. Oui. C'est ça, hein? Oui. Je crois qu'il n'y a pas de caramel dedans. Hein. Vous Non, aurez sucre, pas crème. Oui. Crème, voilà. Je sais, c'est pas caramel. Tout à l'heure, Ariane, tu demandais les bonnes choses d'ici, bah, la SCOFA, et qu'on trouve absolument pas ailleurs. Voilà. Je pense que le livre, celui-ci, est épuisé. Comment? Celui-ci, Foisse, il est épuisé. Il a pas été. Ça a été repris en poche. Les textes ont été repris en Non, poche. mais non, t'as raison, non, c'est vrai qu'il est pas. Non. Je l'avais commandé, mais en effet. Et je crois qu'il n'y en a plus. Non. Je pensais Alors, qu'il en il y restait. avait- Je pensais qu'il en restait en Ça, poche. alors, il y avait 2 livres. Donc c'était Foisse et autre. Donc si vous l'avez, c'est d'autant Et plus le précieux. diable de l'assaisonnement. Et donc ils ont été repris en poche dans. Chez le même éditeur. Voilà. Dans un petit livre de poche qui s'intitule Aller au-dessus. Donc ils y sont tous. Celui-là, tu l'as? Oui. D'accord.
Bon, mais écoutez, comme on n'est pas très nombreux, je vous propose de vous rapprocher de Denis, qui va se mettre là et puis de regarder un peu ce qu'on nous propose. Merci beaucoup. Demain, on aura les tables rondes sur l'aventure avec une navigatrice inexpérimentée, c'est ce qui la rend touchante. Et puis la grande table ronde sur l'écologie qui sera passionnante. Peut-être à demain, bonne soirée. Merci.